Attractivity. Medellín, L'attractivité. Colombia. Medellín, en Colombie. À la fin des années 80, Medellín a été déterminée comme étant l'une des villes les plus dangereuses du monde. 30 ans plus tard, elle bénéficie d'innovations environnementales, culturelles, économiques et sociales. Medellín a maintenant atteint une position enviable puisqu'il s'agit d'une smart city qui génère une certaine forme d'attraction. Et maintenant, c'est une ville de la musique, de création par l'UNESCO. C'est une ville d'apprentissage continu et les citoyens de Medellín font partie intégrante du processus de décision et permettent à de nouveaux projets d'initiative de vivre en son sein. La Medellín a décidé de prioriser les populations et les quartiers vulnérables. Les politiques ont attiré des entreprises informatiques, notamment 20 000 développeurs d'applications. Un programme d'innovation de technologie scientifique attire des investisseurs privés alors que la ville cherche à améliorer ses dépenses pour l'innovation, l'énergie et la santé. Maintenant, avant de continuer, je voudrais juste vous informer que je viens de créer un groupe sur LinkedIn qui s'appelle NetExplo Linking Cities. Alors bien sûr, nous vous invitons à faire partie de ce groupe afin de pouvoir partager des informations, partager des bonnes pratiques, puisqu'il s'agit de l'objectif principal. Qui s'appelle NetExplo Linking City. On vous invite bien sûr à adhérer à ce groupe pour pouvoir justement partager vos expériences. Tout de suite, on va parler donc de la ville de Medellín. It was once labeled the most dangerous city. Avant, Medellín était considérée comme l'une des villes les plus dangereuses du monde. Maintenant, Medellín a fait l'objet d'une drastique transformation, puisqu'elle fait partie de tous les itinéraires possibles lorsque l'on se rend en Amérique du Sud. Lorsque l'on pense à l'Amérique du Sud, elle a entièrement changé son paysage, sa culture et même la manière de raconter son histoire. Alors maintenant, je suis rejoint par Ben Voyer, qui est un professeur à l'ESCP à Londres et qui nous veut parler d'un cas d'étude sur la ville de Medellín. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici avec vous ce matin. Alors maintenant, parlons de la manière dont la ville de Medellín est devenue un héros, alors qu'avant, elle était considérée comme une ville extrêmement dangereuse. Alors maintenant, cela s'est fait en 3 parties. Comment est-ce que Medellín est devenue l'une des linking cities les plus attirantes du XXe et XXIe siècle? Un des facteurs clés qui fait que les entreprises et des marques pourraient reproduire. Et maintenant, il s'agit de s'intéresser à ce qui est la petite touche particulière de Medellín. Alors, juste petite parenthèse, est-ce qu'on parle bien de Medellín? Est-ce qu'on parle de la ville qui est dans Narcos, alors qui est considérée comme une des villes les plus dangereuses du monde? Oui, mais c'est parce qu'en une génération, il y a eu une drastique transformation de Medellín en tant que marque. Alors maintenant, parlons de la marque Medellín et parlons de l'effet Medellín. La marque Medellín, l'identité Medellín touche la ville périphérique, c'est-à-dire que vous n'êtes pas la première ville du pays, vous n'êtes pas la plus importante, mais ce n'est pas grave, puisque c'est le syndrome de la ville un petit peu secondaire, c'est-à-dire qu'on a tous les avantages de ne pas être la première ville du pays et on bénéficie également du fait que les gens et ce qu'on a à offrir est en lien avec les générations modernes. Donc le fait d'être une ville un peu secondaire, ça va nous rendre plus inclusifs, un petit peu plus verts, un peu plus durables, c'est-à-dire c'est des villes qui répondent au concept des villes 20 minutes et également ce sont des villes qui ont une contre-culture. C'est une ville qui est extrêmement instagrammable partout. On peut le voir par exemple dans le quartier des Gondolas que l'on voit ici. Et elle a également sa personnalité de marque. C'est un petit peu un esprit d'aventure, etc. Alors maintenant, quels sont les 5 facteurs clés qui expliquent le fait que Medellín a pu atteindre les sommets? Tout d'abord, c'est que ça a pris du temps pour se construire. Elle a reçu le trophée Lee Kuan Yew, et on a vu qu'elle a pris ces grandes problématiques, la différence de richesse, différents problèmes d'égalité entre les citoyens, qui a divisé le pays, a généré la criminalité. Et la deuxième problématique, c'est qu'elle a un budget limité, c'est-à-dire qu'elle travaille davantage en utilisant la créativité et elle utilise
utilise davantage ses ressources de la manière la plus efficace possible. Après, il s'agit de travailler avec des innovations, des technologies qui sont prouvées et existantes. Il s'agit de montrer que ce que l'on a, c'est quelque chose qui est nécessaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas simplement utiliser les dernières technologies, mais vraiment ce qui est nécessaire pour réussir. C'est également une ville qui a été très excellente en ce qui concernait la co-création de solutions avec ses citoyens. Et enfin, c'est une ville qui est écosystémisée, c'est-à-dire qu'elle va chercher à trouver des synergies entre toutes les technologies qui sont mises en place afin de s'assurer que tout puisse fonctionner ensemble en synergie. Alors maintenant, parlons des différents exemples que nous avons touchant les technologies dans Medellín et qui pourraient être véritablement employés afin de montrer comment est-ce que Medellín est devenue une ville extrêmement attractive. Alors tout d'abord, elle avait une technologie assez traditionnelle. Elle avait par exemple des systèmes d'intelligence pour gérer le trafic urbain. Mais ce n'est pas simplement ça. C'est-à-dire c'était une technologie qui n'était pas simplement pour l'élite, c'était une technologie qui était pour chercher le bien pour tous. Alors c'est-à-dire c'est la technologie pour tous, la technologie inclusive à Medellín. C'est-à-dire par exemple la technologie pour se déplacer, puisqu'il y a le métro, il y a les téléphériques, également les télécabines, et c'est également la possibilité d'utiliser la technologie pour améliorer la vie quotidienne. Par exemple, avec le système intelligent de mobilité, ça fait moins de temps pour passer d'un point à l'autre, moins d'infractions, et c'est moins dangereux. Il y a également l'utilisation de technologies écologiques. Par exemple, il y a le jardin qui doit être détourné, qui est un projet social écologique et tu es là, pardon, économique. Mais également, il s'agit de vraiment comprendre les succès technologiques, c'est-à-dire il s'agit d'une ville qui est authentique, qui a reconnu ce qui s'est passé dans le passé afin de pouvoir mieux faire face à l'avenir. Ils ont notamment bâti une sorte de mémorial à Medellín qui permet de reconnaître toute la souffrance qui a eu cours à Medellín dans le passé. Et cette volonté d'atteindre l'authenticité qui a été véritablement montrée du tourisme dans les anciens bidonvilles de la ville et qui montre véritablement ce qui en était du passé pour montrer à quel point cela est devenu attirant. Il ne s'agit pas de cacher la souffrance qui était là auparavant, de cacher son passé, il s'agit de l'accueillir complètement et de l'assumer. Puisque, en gros, en tant que citoyen, on est là pour dire on est également notre passé. Alors maintenant, ce qui fait que Medellín est une marque, est devenue une ville forte et attirante, et ce que cela signifie pour le futur sont les choses suivantes. C'est-à-dire que maintenant, il s'agit de continuer à être une ville attractive. C'est-à-dire que c'est une ville qui est inclusive, qui est résiliente et qui a réussi à toujours garder à l'esprit le bien de ses citoyens. Elle s'est bâtie comme ça. Mais il s'agit d'un équilibre qui reste fragile, puisqu'il y a une sorte de gentrification qui a lieu ou la nouvelle création de bidonvilles. Le problème est que Medellín est devenue tellement attirante qu'elle est complètement dépassée par les gens qui arrivent en disant oui, c'est une ville attirante ou la vie est moins chère. Et finalement, ça contribue à la gentrification de la ville. Et il s'agit également de se battre contre le fait qu'on est simplement une mode. Il s'agit de continuer avec le flux d'innovation. Et enfin, un des risques du succès de Medellín, c'est qu'il y a toujours un risque de l'appropriation, de la réappropriation de l'histoire. C'est-à-dire il faut toujours s'assurer que l'histoire reste construite à peu près de la même manière et que cela reste toujours construit en gardant ses citoyens à l'esprit. Parce que sinon, ça va perdre son élan et ça va perdre son attractivité. En ce qui concerne le risque du tourisme, c'est-à-dire c'est le risque du tourisme viral ou du tourisme Instagram. C'est-à-dire que c'est le problématique pour toutes ces villes qui deviennent une forme de carte postale, une sorte de point de repère du tourisme, mais cela est disruptif pour les communautés.
Ça s'est passé à Venise, ça s'est passé à Amsterdam. Ce sont des villes extrêmement attractives, mais elles sont véritablement entravées par le fait qu'il y a énormément de touristes qui les envahissent et du coup, cela a tendance à user un petit peu l'attractivité de la ville. Alors, il s'agit d'être authentique, il ne s'agit pas nécessairement d'être le meilleur, de ne pas être le premier. Et ça, c'est vraiment une manière extrêmement moderne de se présenter comme étant une ville extrêmement attirante, attractive dans le monde. Et en tout cas, c'est le chemin qu'a choisi de prendre Medellín. Merci beaucoup et prenez soin de vous. Alors, merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante et très détaillée. Maintenant, nous allons entendre un représentant de la ville de Medellín, Lina Maria Guerreria, qui est en charge de la culture de la ville de Medellín. Ah ben voilà, très bien. Maintenant, nous sommes en train d'enregistrer. Lina Gaviria. Gaviria? Comment Gaviria. Lina Gaviria. Ah d'accord, très bien, pardon. Lina Gaviria, merci beaucoup de prendre le temps de nous parler. Votre ville, Medellín, a reçu un trophée pour l'attractivité de Medellín, UNESCO NetExpo. Comment pouvez-vous dire, que pouvez-vous dire sur ce sujet? Merci beaucoup, Tom. Et tout d'abord, je voudrais prendre le temps de remercier l'UNESCO et de remercier NetExpo. Et au nom de Daniel Quintero, qui est le maire de Medellín, je voudrais dire que je suis vraiment très fière de pouvoir recevoir ce trophée, puisque cela montre tous les efforts faits par tout le monde dans cette ville de Medellín, puisque cela montre véritablement tout le travail qui a été fait pour atteindre la situation qui est notre situation maintenant, en ce qui concerne la qualité de vie et les innovations mises en place. Je sais qu'il y a quelques années, on a été catégorisé comme étant une des villes les plus violentes du monde. Et c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas très envie de se souvenir. Mais c'est aussi un moment qui fait partie de notre histoire et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Néanmoins, grâce à l'état d'esprit de nos citoyens, à leur résilience, grâce également aux efforts des gouvernements et à l'articulation entre la sphère publique, la sphère universitaire et la sphère privée, nous pouvons dire que notre ville est intrinsèquement différente, puisque nous avons décidé d'avoir, du point de vue universitaire, social et économique, de gagner davantage d'attractivité. Nous sommes plus durables sur le plan social, écologique et économique, puisque nous avons davantage de solutions à proposer à la ville, particulièrement sur le plan écologique et social, puisqu'il y a plus d'égalité dans la ville. Alors très bien, Lina, comme d'autres pays dans le monde, Medellín a dû faire face à la pandémie de la Covid. Quelles leçons avez-vous retirées de l'expérience que vous avez vécue ces derniers mois? Eh bien, je veux dire que chaque ville et chaque pays dans le monde font maintenant face à une problématique pour laquelle nous n'étions pas préparés. Et en juste quelques mois, on a dû préparer les cliniques, les équipements, les hôpitaux avec les équipements corrects, alors que normalement, en situation normale, il aurait fallu sans doute des années pour pouvoir le faire. Alors, on a dû faire en quelques mois. Il a fallu trouver les budgets, il a fallu trouver les donations et il a fallu faire en sorte que les gens restent en quarantaine chez eux. Et il a fallu que cela touche tous les plans de la société. Donc, c'est tout de même quelque chose qui est assez positif parce qu'on a été préparé à l'arrivée du cas zéro en Colombie. On avait mis en place des équipes d'urgence pour pouvoir se charger de la situation en cas d'arrivée de la pandémie. Donc, lorsque le premier cas a été confirmé, cela veut dire qu'on a pu activer tous les protocoles qui avaient auparavant été mis en place et nous avons pu isoler, mettre en quarantaine les gens pendant un certain temps chez eux et avec les hôpitaux et les cliniques, nous avons pu mettre en place une plateforme avec la ville, également avec la ville de Medellín, afin de pouvoir maintenir informé tout le monde pour ce qu'il en était de la propagation de la pandémie et pour que tout le monde puisse vraiment faire attention à cela. Alors, une fois que la pandémie sera terminée, nous allons pouvoir nous réfléchir avec les différents membres de la société
idées pour savoir comment nous pourrions traiter au mieux la problématique si jamais elle devait réémerger à l'avenir, en espérant que cela n'arrive pas. Mais nous allons bien sûr utiliser de manière respectueuse et avec précaution ce que les citoyens ont à nous dire, et c'est grâce à cela que nous avons pu véritablement faire attention à la santé des citoyens en utilisant les dernières technologies. Cela nous a vraiment aidés. D'un autre côté, il y a également une collaboration mise en place avec certains établissements, certaines institutions afin de pouvoir agir de manière efficace et coordonnée. Puisque les Medellín a pu gérer cette pandémie en lien avec des groupes de recherche, avec des universités, mais également grâce au soutien du secteur privé qui a soutenu et qui a aidé à la mise en place de ces enquêtes, de ces recherches. Ils ont mis en place des donations, des financements pour pouvoir aider à l'avancée des systèmes de protocoles d'urgence. Et nous voyons que, par contre, pour 2022-2023, nous voudrions nous intéresser particulièrement au renforcement du système sanitaire, du système sociétal de la société, puis de pouvoir recueillir des informations de chaque famille afin de pouvoir améliorer notre vision des choses. Nous utilisons les nouvelles technologies afin de pouvoir accélérer les préventions précoces de la pandémie et empêcher au virus de se propager. Alors laissez-moi vous poser une question maintenant. D'après vous, qu'est-ce qui fait qu'une ville est véritablement une smart city? Ah oui, alors, il me semble que ce qui fait qu'une ville est une smart city, c'est sa capacité à véritablement améliorer la qualité de vie des gens qui y vivent, de ses habitants. Et ceci passe par le fait qu'il est nécessaire de comprendre les différentes couches de la société, l'hétérogénéité de ses citoyens et les points de convergence entre eux. C'est ainsi que nous pouvons mettre en place des solutions correctes et pouvoir solutionner une grande problématique afin de pouvoir générer une valeur ajoutée sur le plan social. Il s'agit d'avoir une vision holistique du territoire et il faut véritablement utiliser de manière intensive les TIC afin de pouvoir gérer de manière efficace tous les procédés pour pouvoir améliorer la qualité de vie des citoyens. La plupart des actions et des projets développés dans le pays sont de la Smart City, servent également un point d'entrée d'information dans le pays parce qu'il y a également des problèmes à résoudre sur le plan de l'accès aux informations, des problèmes d'Internet, d'accès à Internet, de la pauvreté des certaines familles, des problématiques du contrôle de l'environnement, de la croissance durable, etc. Alors oui, vous savez qu'avec l'UNESCO et la NetExplo, nous préférons l'expression de Linking Cities. Que vous évoque ce concept, Lina? Ce concept de ville liante, c'est vraiment dans mon esprit une manière de lier les villes au futur que nous souhaitons créer, comme on l'a dit dans notre programme de développement. C'est-à-dire il s'agit de villes avec des opportunités de développement, une ville faite de nouveaux départs et d'espoir, des temps de rénovation. Je pense que maintenant, nous devons nous concentrer sur la cohésion sociale en développant de nouvelles politiques basées sur la dignité, la possibilité de raconter une nouvelle histoire. Et ceci nous donne également l'opportunité de pouvoir construire davantage de confiance, d'avoir davantage confiance quand on parle de l'avenir. Nous souhaiterions avoir une ville où il y a davantage d'opportunités d'emploi, où il y a bien sûr un redressement économique. Il s'agit de mettre en place une éco-ville qui intègre ses citoyens et l'environnement, qui a un développement complet, prenant en compte l'équité, la durabilité, afin de faire en sorte que ce soit quelque chose qui soit vital pour sa construction et sa reconstruction après la Covid. Alors oui, juste enfin, comment est-ce que vous imaginez l'avenir de votre ville et quel sujet voudriez-vous faire l'objet d'une récompense à l'avenir? Je pense que c'est une ville qui a fait l'objet de beaucoup de défis. Nous sommes encore en train de travailler dessus dans notre plan de développement et c'est une ville qui aimerait accomplir beaucoup de choses dans l'avenir, mais qui nécessite beaucoup d'éléments. Mais en tout cas, c'est surtout une ville qui travaille sur son développement économique.
On voudrait également garantir une garantie d'éducation pour pouvoir créer une transformation politique, économique, environnementale à l'avenir. Nous souhaiterions également pouvoir créer les nouvelles conditions sociales de base, économiques de base à Medellín, afin que tout le monde puisse pouvoir développer son potentiel humain et économique et ce pleinement. Il s'agit pour nous de mettre en place une transition économique pour avoir un futur durable. Ça, c'est crucial et nous voudrons également développer les conditions et les capacités des citoyens pour pouvoir développer des synergies entre les gouvernements et les citoyens. Il s'agit d'être davantage efficace à Medellín pour atteindre de meilleures qualités de vie pour ces citoyens à Medellín afin qu'ils puissent davantage développer, construire leur propre avenir. C'est quelque chose que nous souhaiterions développer collectivement. C'est un défi majeur pour chacun d'entre nous dans le monde et je suis convaincue que cette récompense présente également une opportunité, c'est-à-dire que ça montre qu'une ville a la capacité de se réinventer et il serait bien sûr fondamental pour nous de nous renforcer. Il ne s'agit pas d'être victime de son passé, mais d'aller de l'avant, de créer de belles transformations et de créer des opportunités pour le faire. Il s'agit de rester convaincu qu'il est possible de créer un nouveau futur. Ça, c'est la route à suivre pour Medellín. Nous voulons faire tous les changements nécessaires afin d'être une ville moderne, durable, écologiquement concurrentielle sur le plan économique et qui se développe correctement en prenant en compte l'écologie. Et je voudrais encore une fois répéter que je suis vraiment reconnaissant pour le fait que NetExplo et l'UNESCO nous aient donné ce signe de reconnaissance, puisque c'est une reconnaissance qui a également reçu les 10 autres lauréats, mais qui nous fait immensément plaisir. C'est vraiment une interview inspirante d'Olivia Gagliaria. Par la suite, nous allons nous intéresser à Madrid afin de parler d'un système de covoiturage. Et Tom Burgess-Watson va nous parler du prochain